Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sombre dans le cuir, le podcast qui regardait la Ligue 1 quand c'était horrible. Vous l'avez compris, aujourd'hui on est là pour un petit peu être fiers de notre championnat français. Et pour parler du champ de la Ligue 1, la Ligue des talents, j'accueille deux invités. Le premier, c'est un habitué. Salut Aurélien. Salut Simon, et c'est surtout le podcast qui a regardé le doublé de Fabrice Fiorez avec Lorient contre le PSG. Oh, on a vu plein de choses, on a même vu René Girard être champion de France avec Montpellier et dire que il jouait bien avec cette équipe. Mon deuxième invité, c'est sa première dans l'émission. Après, vous le retrouvez avec Aurélien dans Première Intention. Il a d'ailleurs d'habitude ma place en Première Intention. Salut Lorenzo. Salut à tous, ça fait plaisir d'être là en tant qu'invité, de ne plus avoir à gérer toute l'émission, c'est cool. Oui, tu vas voir que c'est reposant. Ah oui, oui, bah, je l'ai fait une fois pour en première intention, d'être juste là en invité, et c'est vrai que c'est un peu plus reposant quand même. Donc bon, hâte de faire cette émission, hâte de parler, de débattre de notre bonne vieille ligue. Eh ben, on va pas tarder à commencer puisque on va commencer en vous présentant le sommaire. Dans la deuxième partie et en fin d'émission, on essaiera de voir si la Ligue 1 que l'on a envie de complimenter aujourd'hui peut durer de cette manière et est-ce qu'elle peut rivaliser avec le gratin de l'Europe. Mais pour commencer, on va commencer avec toi Aurélien. La Ligue 1 est en progrès, la Ligue 1 s'est renouvelée. Bah, la Ligue 1 s'est renouvelée, la Ligue 1 en fait fait des efforts, surtout au niveau des coachs qu'elle peut mettre en valeur, hein. On pense forcément à Christophe Galtier. Moi j'ai beaucoup aimé par exemple aussi Laurent Batles à 3, et même si son remplaçant Bruno Irles a l'air pas trop mal. On a Peter Bosch à Lyon, même si on sait qu'il tâtonne, on sait très bien les résultats qu'il a eu dans d'autres équipes, notamment à l'Ajax d'Amsterdam. Et après, bah, t'as des entraîneurs alors bien français, j'allais dire Der Zakarian, même si on sait que il a représenté l'Arménie durant sa carrière internationale. Après, tu as Olivier Dallolio et notre bon Julien Stéphan qui arrive à faire quelque chose de très très sympa avec Strasbourg. Et même, parce qu'il faut pas non plus cracher sur tout, tu as des bonnes surprises, je trouve, avec Antoine Camboiré et Jocelyn Gourvenec avec Nantes et Lille, alors que d'habitude, on aime beaucoup fracasser ces deux entraîneurs. Oui, c'est vrai que, bah, pendant longtemps, on pointait, le niveau des entraîneurs en Ligue 1, et aussi les projets de jeu, les cellules sportives qui n'étaient pas au point. Alors que paradoxalement, peut-être plus qu'aujourd'hui, on sortait un nombre de joueurs incalculable, qui étaient ensuite vendus, dans les championnats étrangers, notamment la Première Ligue qui adore, recruter, en Ligue 1. Mais aujourd'hui, voilà, tout semble, les planètes semblent être alignées et Lorenzo, on a même eu une lutte à 4, l'année dernière pour le titre, là où les autres championnats, n'étaient pas en suspense. Ah bah, clairement, c'est ça vraiment qui était très très cool avec la Ligue 1 l'année dernière, c'était la danse à 4 pour le titre avec le PSG, Lyon, Monaco et Lille. Finalement, c'est finalement qui a été remporté par le LOSC. Et c'était vraiment très rafraîchissant de voir que bah, dans ces quatre équipes qui jouaient bien au football, quatre équipes qu'on prenait plaisir à regarder chaque week-end, notamment grâce au suspense qu'il y avait entre ces équipes pour le titre. Mais c'est surtout que oui, les autres grands championnats, en fait, bah, il y avait quasiment aucun suspense, hein, que ce soit en Première Ligue avec Manchester City, en Bundesliga avec le Bayern ou en Liga avec le Real. Non, l'Atlético. J'ai un doute, c'est le Real l'année dernière. Oui, c'était Oui, oui. Oui, c'est le Real. Oui, excusez-moi, j'ai eu un petit doute, mais oui, le Real en Liga et en Serie A avec l'Inter, il y a eu un petit peu plus de suspense peut-être vers la fin, mais bon, c'était rien comparé à la Ligue 1. Donc c'est vraiment ça qui était rafraîchissant l'année dernière. Et c'est aussi, bah, après la petite, après on va en parler pendant cette émission, bien évidemment, mais la petite réserve que j'ai, c'est évidemment sur les parcours européens où il y a encore beaucoup de chemin à faire par rapport aux autres grands championnats. Et la Ligue 1, malgré les progrès qu'elle a fait ces dernières années, elle est peut-être encore une fois en quatrième, cinquième position des cinq grands championnats d'Europe, comme on pourra le voir. Donc la Ligue 1, c'est rafraîchissant. On n'a plus envie de se tailler les veines en train, en train de regarder un Reims-Nice de samedi midi, quoi. Donc au moins, ça fait plaisir à voir. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
à mon sens. D'ailleurs, je viens de vérifier, l'année dernière, l'Atlético, s'impose de 2 points face au Real et le Barça, on compte 7 points de retard. Oui, Il l'Atlético, y avait eu un petit, il y avait eu un petit suspense, même un moment avec Séville, mais c'est bien l'Atlético qui est oui, championne. l'Atlético, oui. Aurélien, j'ai même envie de te dire que c'est très étonnant qu'en ce moment, on fasse ce constat parce que l'avenir semblait très sombre après l'affaire Mediapro, où les droits télé, qui avaient été, promis, heu, se sont un petit peu envolés. Il y avait clairement une période on va dire où on allait se serrer la ceinture au niveau des budgets et en fait, ça a eu comme effet, en fait, pour les clubs de Ligue 1, les présidents, les directions sportives beh, d'utiliser au mieux possible, les ressources limitées pour pallier au déficit budgétaire. Oui, complètement. En fait, toi, c'est bien, c'est que j'avais fait le focus sur les coachs, mais c'est vrai que t'as quelques projets qui sont bien sympathiques, hein. On pense à l'OGC Nice, Monaco, Lille, et même maintenant Marseille, hein. J'arrive vraiment à mettre dans les projets, dans les projets bah, sympas. Mais c'est souvent, en fait, on va dire que quand l'homme se retrouve au pied du mur, il trouve toujours des solutions. C'est pour ça que le réchauffement climatique, je sais qu'il faut qu'on fasse des efforts, mais je suis quasiment sûr qu'on trouvera une solution à un moment donné. Mais oui, en fait, on a un peu ouvert nos chakras sur le recrutement. Je pense par exemple à Reims, qui a attiré Jean-Lys Cajuste. Je pense que c'est un comment tiens, c'est une pépite. Je veux pas dire de bêtises. J'hésite entre. Je crois que c'est un Suédois Cajuste. En effet, c'est un Suédois. Il est natif de Göteborg. Donc, je pense que c'est un joueur qui d'habitude aurait pu signer. Bon, je vois souvent en Allemagne parce que tu as pas mal de. C'est un pays qui aime beaucoup aussi les Nordiques. Donc, et bah, finalement, en ayant moins d'argent, ils sont allés chercher, oui, des pépites intéressantes. On pense, l'OGC Nice est allé chercher Calvin Stengs. Il y a aussi un autre, Bah, tu as un Rennes autre. aussi. Rennes aussi Comment? qui est Rennes qui recrute de manière de plus en plus ambitieuse. Oui. Notamment Lovro Majeur, Jérémy Doku, des gros prospects qui, c'est vrai, n'auraient peut-être pas opté pour la Ligue 1 il y a encore 2 3 ans, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Et ils ont aussi un autre joueur Nice que j'ai vu jouer qui est vraiment pas mal. C'est aussi un Néerlandais. Enfin voilà, tout ça pour dire, c'est vrai qu'après Mediapro, on se dit tiens avec il y a quand même 15 clubs dans ce qui se dit dans les comment il y a quand même 15 clubs de Ligue 1 qui sont dans le rouge, dont 5 vraiment vraiment dans le rouge. Mais force est de constater que se sachant pas dans les meilleures dispositions économiques et financières, ça fait des efforts, ça va chercher des joueurs intéressants et surtout ça regarde ce qui se fait à côté au lieu d'aller rechercher les éternels flops qu'on voit par exemple en Angleterre, par exemple aller rechercher un Thauvin, un Casery euh, ou ce genre de joueur. Oui, puis, alors, il y a eu, hein, des retours, on va dire, de ce qu'on pourrait appeler, la vieille branche des entraîneurs, ceux qu'on ne déteste pas, mais qu'on n'a pas forcément envie de revoir. On a eu même Raymond Domenech qui est revenu au FC Nantes. Quand j'y pense, c'est hallucinant. Ça a pas du tout marché. Là, il y a Saint-Étienne qui mise sur, Pascal Duprat, notamment parce qu'il a sauvé, grâce, à un magnifique coup franc de Yann Bodiger, le TFC Mm. à la dernière seconde, il y a quelques années. Ça a pas l'air de prendre, énormément non plus. On l'a vu en Coupe de France notamment, où, même là, ils n'arrivent pas à sauver les meubles. Les signaux, montrent vraiment que le changement est en place et c'est vrai que ça fait plaisir. Après, j'ai envie de dire que le plus étonnant, c'est que le progrès, il vient pas forcément des meilleures, écuries françaises. Le haut de tableau évidemment, se porte mieux parce qu'on en parlera, en coupe d'Europe, cette année, on figure plus que bien. On est, je crois d'ailleurs en tête, sur, enfin sur cette saison-là au classement des championnats. Mais c'est aussi, dans le ventre mou peut-être, derrière les places européennes et même parfois, pas si loin du maintien que
que l'on voit du beau football. D'ailleurs, on voit que c'est un phénomène qui date pas forcément, de cette année ou de l'année dernière. Je pense déjà au Nîmes Olympique qui était arrivé à monter avec une équipe qui produisait vraiment du jeu et qui descend lorsque elle s'est un peu trahie qu'elle a trahi son ADN. Là, on voit le Clermont Foot, alors qui forcément ne tient pas une saison entière avec les prestations qu'on a pu voir en début de saison, mais force de constater qu'il continue quand même à essayer de produire du jeu, à assumer un déséquilibre. On a vu d'ailleurs aussi Lens, qui, était très, très bien placé fut un temps, mais voilà, comme certaines, équipes, Lens a un comportement un peu irrégulier, mais c'est ce qui fait aussi que les matchs qu'on le regarde, Lorenzo, Aurélien, sont intéressants, même quand c'est pas une affiche, du dimanche soir. Bah, c'est ce qui est très intéressant à voir aussi, c'est que vraiment on assiste à un renversement de pouvoir moi j'allais dire dans le ventre mou du championnat, mais dans le ventre mou et dans le bas du championnat, parce qu'on peut voir actuellement que bah, qui est dernier de Ligue 1, c'est Saint-Étienne, qui est un club qui est installé depuis je ne sais combien d'années en Ligue 1 et qui Je crois que c'est bah, 2004-2005, il me Saint-Étienne. semble. Oui, Ouais. mais du coup, enfin, un club mythique de Ligue 1 qui n'est plus à présenter dans le championnat et qui est actuellement 20e parce que mauvaise gestion, parce que sur le terrain, bah, c'était nul, même si Claude Puel avait tenté quelques petites choses avec des jeunes lors de son passage. Mais on voit que tu as aussi Bordeaux qui fait grise mine, qui est vraiment pas loin de la catastrophe. Et alors que bah, t'as des promus qui, eux, arrivent avec des intentions de jouer, avec de l'ambition, comme Clermont, comme Troyes aussi, qui était venu avec ces intentions-là et qui font bah, mieux que Bordeaux ou Saint-Etienne. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment appréciable à voir, puisque un bon projet un bon projet bien mené avec des ambitions de jeu, bah, on voit que ça commence à payer par rapport à des clubs qui sont vraiment très mal gérés et qui, bah, sur le terrain, vraiment sont pas loin d'être très très nuls. Oui, et puis j'avais envie aussi de souligner, le choix aussi des directeurs sportifs ou des entraîneurs. Pendant très longtemps, que ce soit dans les médias ou dans les déclarations des dirigeants, entraîneurs, parfois même des joueurs, on avait un discours qui était très franco-français. Et Aurélien, aujourd'hui, on est en train de féliciter un petit peu, l'inspiration qu'ont apporté, les dirigeants, les entraîneurs, étrangers. On pourrait parler, déjà à l'époque de Bielsa qui divisait énormément. Aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, de Pablo Longoria à l'Olympique de Marseille. On peut également, parler on pourrait parler d'autres figures, là en tête aussi en entraîneur étranger, j'ai en tête qu'il y a Oscar Garcia, si je dis pas de bêtises. Il y a eu un Oui, à changement Reims. aussi, à ce niveau-là. Oui, bah parce que c'est vrai qu'on n'a pas un peu comment dire, on voit pas un peu ce qui se passe dans les autres pays. Mais bon, si on regarde, si on devait comparer avec l'Italie, il y a quand même beaucoup d'entraîneurs italiens et on voit des Beppe Iacchini ou autres, comment dire, tiens, j'ai plus le nom, je crois que j'ai zappé le nom, mais bon, tu sens qu'il y a peu de renouvellement en Bah, Italie et il Mazzarri, y a par toujours. exemple. Oui, voilà, ça tourne tout le temps. Alors c'est vrai qu'en France, on a eu ce comportement, c'est-à-dire, à savoir protéger nos intérêts, à se cacher derrière la barrière de la langue. D'ailleurs, même si Genesio, tu sens qu'il a évolué dans sa façon de jouer ou même d'appréhender les matchs, il est toujours obligé de dire que oui, l'entraîneur français, s'il ne s'exporte pas, c'est parce il parle mal anglais ou parce que les autres ont peur de ne pas d'embaucher un Français. Donc ça ça c'est un peu dommage. Même si bah en fait on voit l'Angleterre qui s'en fout complètement, c'est-à-dire qu'eux ils veulent les meilleurs coachs aussi bien pour leur club que pour les sélections nationales. Alors peut-être que pour la sélection nationale finalement euh, c'est quelque chose de plus particulier parce qu'on voit que les meilleurs résultats qui viennent d'avoir, c'est avec un Anglais à leur tête, alors que c'était pas avec Capello ni Sven-Goran Eriksson c'était la joie. Donc, mais après, alors même si j'aime pas trop ce mot parce que tout le monde l'est, mais il y a une espèce de pragmatisme dans le sens où on a vu qu'un Pablo Longoria, ça fait largement le taf. On voit qu'un Sampaoli aussi. On voit que Kovac, quand il était là à Monaco, c'était sympa. Peter Bosch, c'est mi-figue mi-raisin, mais tu sens que c'est pas que de sa faute.
qu'il y a quand même des carences dans l'effectif. Donc, mine de rien, on arrive à reconnaître le talent et c'est dur de jouer toujours sur la même posture en disant ah tiens l'entraîneur étranger il vient piquer le taf de l'entraîneur français, mais à un moment, tu es dans une compétition. Alors certes, ça peut être une vision hyper capitaliste de dire ça, mais si l'entraîneur étranger, bah, il fait mieux que l'entraîneur français, c'est pas l'entraîneur étranger de se remettre en cause, c'est aux Français. Et pour le coup, bah, c'est pour ça qu'on voit des Batles, des Stéphane arriver, et j'espère plein d'autres, hein. Oui, c'est bien, tu as parlé d'ailleurs de Genesio, c'est aussi intéressant de noter que certains entraîneurs se sont un peu remis en question, ont un peu changé leur façon d'être. Je pense aussi à Christophe Galtier Oui, c'est ce que j'allais m'en qui a dire, là. été le mieux récompensé parce qu'il termine champion avec le LOSC et que cette année ça se passe aussi bien avec Nice qui est actuellement dauphin du Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là qui est intéressant et qui fait plaisir. Là, cette nouvelle génération, elle propose, alors j'allais dire du jeu, mais heu, si vous avez déjà un peu écouté nos précédentes émissions, vous verrez que on n'est pas forcément, des exigeants au niveau de l'allant offensif. D'être équilibré, c'est pas un souci. On voit d'ailleurs beaucoup, d'équipes en Ligue 1 qui jouent, avec une défense, bien solide, des 3-5-2 ou même des fois des 5-3-2, ça en phase défensive, on voit beaucoup de défense à 5. Mais voilà, il y a vraiment, l'envie d'assumer ce déséquilibre et d'aller chercher la victoire plutôt que de la sécuriser et ça fait plaisir. Petite session nostalgique aussi, messieurs, parce que vu qu'on a parlé de l'Angleterre et du niveau d'anglais des entraîneurs français, ça me fait penser à un certain Jacques Santini. Je ne sais pas si vous en rappelez de sa conférence de presse à Tottenham quand il arrive. C'était bonbon. Celles et ceux qui ne voient pas de quoi je parle, je vous invite à aller sur YouTube retrouver la séquence qui est à mourir de rire. Est-ce que c'était Euh, niveau François Hollande? ah bah alors je vais Ouais. essayer de te le faire, c'était I'm very happy to be here in the club of Tottenham. Donc vraiment une pépite que j'invite à aller voir. Sans transition, on va pouvoir un petit peu se projeter sur la suite de notre argumentation, messieurs. J'ai commencé avec toi, Lorenzo. La Ligue 1 est-elle un épiphénomène? Notamment peut-être causé aussi par la perception que l'on a des autres championnats cette année, parce qu'il y a des championnats qui régressent. La Liga, où l'Atlético et le Barça sont un petit peu en délicatesse, et que le Real Madrid se balade, mais n'est pas non plus l'ogre qu'il a pu être ces dernières années. La Bundesliga, qui reste un championnat sans suspense, le Bayern va s'imposer. Et on a souvent parlé de la Ligue 1 comme la Farmers League, un terme que nos amis d'outre-Manche nous ont donné pour la Ligue 1. Moi, je trouve que justement, la Bundesliga a toujours été la Farmers League et que ça perpétue. L'Italie progresse. Je pense qu'elle est plus comme la Ligue 1, mais que après une dynastie Juve, on pourrait peut-être se plonger sur une dynastie Inter. Est-ce que c'est les championnats étrangers qui nous donnent plus cette perception? Ou est-ce que la Ligue 1 s'est vraiment métamorphosée et va continuer à l'être selon toi? Bah, en fait, concrètement, c'est bon, réponse un peu bateau, mais pour moi, c'est un peu des deux parce que on voit que, bon, à part la première ligue qui est à un niveau, je vais pas dire stratosphérique, mais presque par rapport aux autres championnats, on va pas se mentir, hein, que ça soit au niveau du championnat, mais aussi des Coupes d'Europe où les clubs anglais commencent ça y est, à mettre leurs mains sur toutes les coupes. Mais par exemple, l'Espagne, on a vraiment vu une régression assez spectaculaire parce que le Real, parce que le Barça, parce que Atlético ça fait bon, on dirait que ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils sont en fin de cycle, mais c'est toujours la même chose. Là, le Real se relance de plutôt belle manière avec Carlo Ancelotti, notamment au niveau du jeu où le Real est vraiment plaisant à voir jouer par rapport à ce que c'était sous Zidane. Voilà, il y a quand même un changement assez notable. Et que le Barça, bon, bah, on est toujours en février 2022 et la reconstruction, on a l'impression qu'elle va jamais se terminer. Ça qui va être compliqué. L'Atlético qui est aussi avec Simeone en fin de cycle, hein, ça pense même à le dégager en ce moment. Donc vraiment la Liga aussi qui est vraiment en perte de vitesse. Et quand on voit la Ligue 1, bah, en fait la Ligue 1, comme on l'a dit en première partie
de cette émission, de ce podcast, et bah, on voit vraiment une dynamique positive, notamment au niveau des clubs qui sont de base dans le milieu et première partie de tableau. Quand on pense à Rennes, on pense à Nice, notamment, c'est vraiment très intéressant ce qui se passe. Et bah, les grosses écuries comme Marseille, Lyon et Monaco, même si c'est souvent sous circuit alternatif, et bah, c'est toujours ça produit de belles choses, notamment avec Marseille et Sampaoli, et avec Lyon et Peter Bosz, même si là, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une belle remontée pour la fin de championnat avec Peter Bosz et Lyon. Donc, vraiment, c'est une réelle dynamique par rapport aux autres championnats qui ont tendance à baisser un peu, notamment en Liga, même si la Liga reste quand même légèrement devant la Ligue 1, selon moi. Donc, franchement, c'est une réelle dynamique et on espère que ça va continuer comme ça pour la Ligue 1, pour pouvoir peut-être prétendre à une deuxième ou troisième place des 5 grands championnats. Aurélien, quelle est ta perception? Est-ce que tu es d'accord avec, Lorenzo? Est-ce qu'il y a aussi des progrès à faire? Parce que forcément, s'il y a du bon, on peut pas dire que le chantier soit terminé. Quel est ton ressenti? Mais pour moi, il faut jamais se reposer sur ses lauriers et c'est sûrement ce qui a coûté, comment dire, la place de la Ligue 1 au début des années 2000 où on avait quand même comment des gros clubs. Il faut le dire quand même. L'Olympique Lyonnais, l'équipe qu'elle avait, si elle avait cette équipe d'ailleurs actuellement, je pense que ça exposerait le PSG, mais sans souci. Ça, je pense dommage qu'on n'ait pas des admirateurs du PSG actuellement, mais pour ceux qui se souviennent des Juninho, des Essien, des Kallström, même si Kallström c'est vers la fin, mais avec les Abidal coupés dans les Mamadou buts. Enfin, Diarra, ouais, etc. non, c'était une très grosse équipe qui a peut-être raté des choses parce qu'elle a jamais réussi à aller plus loin que les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais si elle avait dû être reversée, par exemple, en Europa League ou en Coupe de l'UEFA, comme on disait à l'époque, il y aurait sûrement eu un truc. Et il y a ce Monaco de 2004 qui était tellement flamboyant et qui est resté dans toutes les têtes. Mais bon, on est resté là-dessus. D'ailleurs, c'était beaucoup de recrutements franco-français. Je me souviens de Aulas qui recrute des Michel Bastos, des Kader Keita. Plus, on va dire, même si c'était des bons joueurs de Ligue 1, c'était plus pour faire un peu comme le Bayern avec ses autres clubs. C'était pour affaiblir ses concurrents. Donc, maintenant qu'on est bien, c'est bien de se dire que en effet, nous sommes les premiers au classement UEFA pour cette première moitié de saison. En plus, sûrement que, enfin, malheureusement, ce classement ne tiendra plus parce que à un moment, tu auras les quarts de finale de Champions League et là, les points valent beaucoup plus lorsque tu gagnes ou même lorsque tu passes ce tour-là. Mais il faut que ça reste toujours l'objectif va tenir. On se dit, tiens, on a réussi à le faire cette année sur 6 mois. L'année prochaine, j'aimerais qu'en janvier ou en décembre 2022 ou janvier 2023, tiens, la France est encore devant tout le monde. Mais voilà, si on a réussi à faire ça, c'est vraiment en regardant ce qui se faisait ailleurs. Et surtout, je pense qu'il y a eu ce gros, 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 gros travail sur les cellules de recrutement, en regardant ce qui se fait dans les championnats suédois, quels joueurs jouent en MLS, voire même comment Belgique, Pays-Bas. Et ça a payé, tout simplement. Après, est-ce que, messieurs, pour vraiment, s'assurer on va dire de la dynamique, française, est-ce que les résultats en coupe d'Europe, sont pas le vrai, le vrai décideur, on va dire la lame de rasoir finale? Parce que cette année, on l'a vu, tous les clubs engagés sont encore en course. Alors, petit bémol pour l'OM qui était en Europa League et qui finit, 3 ce qui fait que, bah, cette année, grâce à la nouvelle Ligue Europa Conférence, il continue l'aventure européenne. Il y a quand même techniquement une non-qualification classique, puisqu'ils vont pas en barrage ou en 8e d'Europa League. Néanmoins, nos deux représentants, donc le PSG et Lille, sont qualifiés pour la phase finale de la Ligue des Champions. On a vu Rennes qui s'est parfaitement débrouillé dans la Ligue Europa Conférence, même face à Tottenham.
On a Lyon qui s'en est très bien sorti aussi, Monaco également avec une première place dans un groupe où il y a une séduisante Real Sociedad, si je dis pas de Oui. bêtises. Est-ce que c'est pas aussi ça la clé et qui doit aussi nous mesurer, on va dire, dans notre enthousiasme? Est-ce que la Coupe d'Europe ne sera pas la vraie preuve de ce que vaut la L1? Bah, c'est là où le bât blesse un peu pour la Ligue 1, c'est que, malheureusement les bons parcours en Coupe d'Europe, bah, on parlait d'épiphénomène tout à l'heure, bah, c'est un peu ça malheureusement parce que déjà pour remonter à la dernière victoire française en Coupe d'Europe, bah, il faut remonter, fin des années 90 avec le PSG si je dis pas de bêtises, hein. 96, la Coupe Ouais. des Coupes contre le Rapid Vienne, je crois. Voilà, donc c'est ça, donc ça fait, bah, maintenant ça fait, 16 ans que, aucun club français n'a gagné une coupe d'Europe et bah, il y a eu des beaux parcours. On a eu Marseille en 2018 en Europa League avant de perdre, quand même, il y a eu que 2-0 mais sèchement contre l'Atlético Madrid. C'est Heu, 3, hein, non? non 2-0. Simon? Mais alors même moi j'ai un doute, j'aurais dit 3, oui. Parce que 2 ou je vois 3, oui. Griezmann en marquer Griezmann 2, mais doublé. Oui, attendez, je vérifie en 2 petites secondes. ah ouais, moi Heu je pense qu'il y en a eu 3. Je sais pas pourquoi. Ouais, 3-0, c'est ça, il y a Gabi qui 3-0, marque en autant fin pour de moi, oui. match. C'est vrai qu'il y a Gabi qui marque en fin de match, autant pour moi, donc Your oui, fake 2. news, Lorenzo. C'est bien, il faut être précis. Mais oui, dans mon souvenir, parce que j'avais vraiment le doublé de Griezmann dans la tête, j'avais oublié le but de Gabi en fin de match. Mais du coup, tu as aussi le PSG qui arrive en finale en 2020 avec le Final 8. Mais sinon, les vraiment bons parcours de club français en Ligue des Champions, eh bien, il n'y en a pas tant que ça, malheureusement. Tu as aussi, bah, en 2020, Lyon qui est arrivé en demi-finale avec notre cher Rudy Garcia en tant qu'entraîneur. Mais sinon, bah, en Europa League, tu as eu le bon parcours de Rennes aussi en 2019, si je dis pas de bêtises, mais qui s'est arrêté en quart de finale. Si je dis, non, Ouais, faut pas contre vérifier, hein. Arsenal. Contre Arsenal, ça s'arrête en Et quart en de plus, finale. contre Donc, Arsenal, quand on regarde les conditions, comment ça s'est déroulé, tu sens que l'arbitre était pro gros club, on va dire. ouais, ça doit être peut-être ça. Donc, c'est ça le problème, c'est que malheureusement, c'est qu'en Coupe d'Europe, bah, les clubs français sont rarement présents jusqu'à la fin, quoi. À part le PSG ces 2 dernières années où ils arrivent en demi-finale aussi l'année dernière. Bien vraiment, c'est là où c'est compliqué de voir vraiment le gros progrès de la Ligue 1. Il y a encore une marche énorme à franchir en Coupe d'Europe, hein. Beh, d'ailleurs, tu parles du PSG, je trouve que c'est important de ne pas, mal considérer la finale du Paris Saint-Germain et c'est pourtant un Marseillais qui dit ça. Parce que pendant très longtemps, même nos grosses équipes et on en parlait avec l'Olympique Lyonnais, n'allaient pas en finale, il fallait compter et c'était même pas forcément en Ligue des Champions, sur l'OM pour avoir des finales. C'est l'OM Mm. qui depuis, sa première finale face à Belgrade en 91 qui, s'offre des finales de coupe d'Europe. Il y en a eu donc 2 en Ligue des Champions dans les années 90, dont une gagnée et des finales perdues, donc dans le 21e En siècle face, 2004. Il y a comment? eu 99 contre Parme, il y a eu 2004 Oui, c'est contre vrai, Valence et il y a eu Valence. 2018 contre Avec le carton rouge de Contre Fabien Barthez notamment et l'entrée de Jérémy Gavanon dans les buts, ça a été un crève-cœur. Mais voilà, aujourd'hui, Paris qui va en finale, c'est quand même aussi un signe. Il y a pas que, il y a pas que qu'un club qui est capable de le faire par son histoire européenne. Paris s'invente une histoire européenne, se crée une histoire européenne par la Coupe des Coupes il y a longtemps, maintenant par, bah, ce mastodonte qui est devenu le PSG, et la finale face au Bayern. Pour moi, c'est vrai, voilà, il faut pas négliger l'importance du Paris Saint-Germain, même si c'est plus facile avec le budget qu'ils ont. Il y a toujours besoin d'une locomotive et voilà, c'était le message que j'avais envie de faire passer. Heu, j'allais pas dire merci Paris, faut pas abuser, mais voilà, ne pas sous-estimer aussi l'importance d'une locomotive parce que, c'est vrai qu'on a souvent tapé sur le Paris Saint-Germain, qui se plaignaient d'ailleurs de ne pas avoir d'adversité. Maintenant qu'ils ont une adversité, il va falloir aussi un petit peu assumer, et ça fait du bien à notre championnat. Messieurs, alors je vais vous poser la fameuse question. Est-ce que la Ligue 1, elle a dépassé certains championnats? Est-ce qu'on peut parler déjà aussi du top 5? Parce que nous, on parle en France toujours des 5 grands championnats, mais si on va à l'étranger, les 5 grands championnats, ça n'existe pas. C'est plutôt le top 4, le Big 4. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la Liga, par exemple, alors au moins cette année a été dépassée? Est-ce que la Bundesliga a été dépassée? Est-ce que la Serie A a été dépassée? J'irai pas dire la Première Ligue parce que c'est une évidence que non. Comme vous voulez, mais bah, on va dire, allez, je commence, je me jette, Vas-y, vas-y. je me jette à l'eau. C'est
Disons que cette fois-ci, on peut vraiment parler de 5 grands championnats. Plus que, je ne sais pas si si on se rapproche par exemple de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'Espagne, parce que pour moi, c'est vrai que, bon, de toute façon, si on devait faire des analyses, oui, l'Angleterre est au-dessus, mais bon, ça, on remercie les 2 milliards d'euros de droits TV. Donc cette fois-ci, on peut vraiment parler de 5 grands championnats et pas en disant 5 en incluant la France, parce que comme c'est pour nous brosser dans le sens du poil. Parce que Optagen, Opta tout court, il parle toujours de 5 grands championnats. Mais là, quand tu regardes les résultats par rapport au club portugais, par rapport au club russe ou ukrainien, parce que ce genre même parfois, on se faisait dépasser par des Azéris au bout de 6 mois, parce que c'est intéressant ça aussi de le dire finalement. Là, d'être premier sur ces 6 premiers mois en Coupe d'Europe, c'est vraiment arrivé. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Donc, preuve en est que on se faisait régulièrement dépasser. Donc là, il y a vraiment un Big Five qui est en train de se créer. Moi, si j'étais l'Italie ou l'Espagne, voire l'Allemagne, je commencerais vraiment à me méfier du championnat français, parce que quand on a vu la Real Sociedad finalement en Coupe d'Europe, parce qu'en Liga, elle nous enchante, Enfin, elle est plus... le problème avec la Real De Sociedad, quoi? c'est qu'à chaque fois, c'est que c'est des très très bons débuts de saison. Puis après, Oui. ça se casse la gueule en cours de saison, et notamment ça se voit aussi en Coupe d'Europe. Donc, la Real Mm. Sociedad, quelques petites réserves, même si j'aime beaucoup cette équipe. Ouais. Malheureusement, c'est un peu tout le temps la même chose avec les Chouroudines. Donc, Ben bon. il y a un manque de profondeur d'effectifs Oui, aussi, oui. qui se paye cash en fin de saison, hein. Ça fait Mm. penser à des exemples, parfois en Ligue 1 où tu très bon, mais il faut savoir aussi gérer la fatigue et c'est là que se fait la différence en fin de saison. Donc voilà. Donc finalement, en fait, quand même, Rennes est resté invaincu dans un groupe où il y avait quand même Tottenham. Monaco aussi, il faut quand même leur dire bravo, parce que le PSV, le PSV et la Sociedad dans le même groupe, il y a quelques années, personnellement, j'aurais claqué des miquettes, hein. Il faut le dire aussi. Donc, euh, donc là, vraiment, avant de reparler de la France dans le top 4, c'est déjà bien de parler d'un véritable top 5 d'un véritable top 5 européen. Et ça, je trouve que c'est déjà quelque chose de bien. Toi Lorenzo, tu en penses quoi? On peut parler de top 5? Est-ce qu'on peut même être plus enthousiaste que ça? Qu'est-ce que t'en dis? En fait, concrètement, c'est que en termes de qualité de jeu, oui, on peut dire que la Ligue 1 fait partie du top 5 européen. Pour moi, il y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de Big Four. Pour moi, maintenant, la Ligue 1 fait bien partie des 5 grands championnats. Les réserves que j'ai, c'est vraiment par rapport au rayonnement européen et mondial, parce que pour préparer ce podcast, j'ai interrogé des amis espagnols sur leur vision de la Ligue 1, sur comment elle a été suivie en Espagne notamment. Eh bien, c'est très compliqué pour la Ligue 1, parce qu'on a vraiment l'impression que, à l'étranger, la Ligue 1, ça se limite vraiment au Paris Saint-Germain, de par le statut du club et de par ses stars, Messi, Mbappé, Neymar, et cetera. Donc c'est vraiment ça, le problème pour moi, le gros problème de la Ligue 1, par rapport à des championnats comme la Liga, même s'il a perdu pas mal de stars ces dernières années, ça reste quand même un championnat qui est très, très suivi, hein, par rapport à la Première Ligue, par rapport à la Bundesliga aussi. Eh bien, c'est vraiment le manque de stars et le manque de joueurs qui ont vraiment un rayonnement, au-delà de la France. Et c'est ça vraiment là où c'est très compliqué pour la Ligue 1 de pouvoir rivaliser avec les autres grands championnats. C'est vraiment par rapport à la visibilité, par rapport aux joueurs qui sont vraiment connus mondialement en Europe, hein. Parce qu'en dehors du PSG, franchement, pour voir des joueurs qui sont vraiment connus en Europe, que ce soit à Lyon, que ce soit à Marseille ou que ce soit à Monaco, eh ben, c'est un peu compliqué de trouver vraiment des joueurs dont tu dis le nom, qui parlera à beaucoup de gens. Donc c'est pour ça, moi, le problème que j'ai avec la Ligue 1 qui peut vraiment dépasser les autres championnats, c'est au niveau enfin, dans le catch, on parle de star power, mais c'est un peu ça, c'est au niveau du rayonnement européen international, où c'est vraiment, par rapport aux quatre autres gros championnats, c'est un peu plus compliqué. Ben ce que tu décris on va dire de la Ligue 1, ça fait un peu penser, en tout cas, de mon point de vue, à la Bundesliga. C'est-à-dire que,
Ouais, on parle du Bayern de Munich, qui est toujours sur le devant de la scène, mais derrière, ça intéresse pas forcément, les médias étrangers ou même les téléspectateurs étrangers, parce que c'est pas autant sexy, par exemple, qu'en Angleterre ou même qu'en Espagne. Parce qu'en Espagne, même un Séville, un Valence, Real ou Barça, c'est très intéressant et ça reste suivi. Donc je pense déjà que la Ligue 1, elle se pour moi, elle a pas à rougir par exemple, de l'Allemagne. Alors je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi là-dessus, mais je vois pas, pourquoi la France devrait rougir face à l'Allemagne depuis quelques années, Mais hormis, la période où Dortmund s'était réveillé et était même allé en finale face au Bayern avec, la génération Lewandowski, Götze, Marco Reus et j'en passe. Mais pour cela, je pense qu'il faut pas rougir. L'Italie, pour moi, elle n'est pas si loin aussi par rapport à la France, sachant que, quand même l'Italie part de moins loin, heu et heu a un top 4 qui est pour par exemple beaucoup plus dense qu'en France. Mais la chose que j'avais envie aussi de souligner, c'est que, il y a eu un réveil, je trouve, du deuxième wagon, auquel la France pouvait être identifiée. Il y a une progression, on va dire, des petits ou des moyens championnats. Le Portugal, par exemple, qui là place 2 équipes encore en Ligue des Champions. Il y a la Belgique qui se réveille, de manière sympathique. C'est d'ailleurs le deuxième championnat le plus prolifique cette année, alors qu'ils sont même pas 20 clubs, ils sont 18 si je dis pas de bêtises, Et qui est intéressant ils ont aussi. des systèmes de play-off complètement abracadabrantesques. Ouais, c'est incompréhensible, mais on leur en veut pas, et ça va peut-être créer la belle histoire avec, l'Union Saint-Gilloise qui est Mm. montée, qui est promue et qui va peut-être être champion. On peut aussi reparler de l'Ajax qui redevient une bête féroce, alors que le championnat néerlandais, il est pas réputé exceptionnel. Donc je trouve qu'il y a des championnats qui se réveillent. Après, je sais pas ce que vous en pensez messieurs, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade et ça va faire un peu le jeu d'un projet, similaire à la Super League. Je sais pas si on peut toujours comparer les championnats, dans tous les sens parce que je pense plutôt qu'aujourd'hui, il y a un gratin, il y a un top 16, peut-être un top 20, ou en tout cas, il y a une zone de grands clubs, une zone de clubs intermédiaires et puis les autres, qui est interchampionnat. Aujourd'hui, il y a les grands clubs anglais, les grands clubs espagnols, italiens, il y a le Bayern, il y a aussi le PSG. Et puis derrière, tu as d'autres clubs qui parfois s'invitent dans la danse, qui sont jamais trop mal placés, qui font toujours un peu parler d'eux. Et tu as des clubs, souvent de championnat mineur ou en perte de vitesse totale, qui suivent. Donc je dirais que la France, aujourd'hui en tout cas, sur les 2 dernières saisons, pour moi, elle est peut-être sur le podium, encore plus cette année avec la baisse de la Liga. Après, dans une analyse un peu plus, on va dire, avec un peu plus de recul, il faut pas non plus se leurrer. Se contenter déjà de parler de top 5 du top 5 européen, c'est déjà bien de s'inclure dedans. Et aujourd'hui, je pense que c'est légitime. Mais est-ce que vous pensez pas, notamment, je commence avec toi Aurélien, qu'il y a aujourd'hui un classement de clubs interchampionnat à faire plus que de parler des différentes ligues? Mais déjà, enfin moi, dans ce que j'ai bien aimé dans ton discours, c'est que parler du Portugal, des Pays-Bas, c'est vrai qu'à force d'avoir senti le souffle de de ces championnats dans notre cou, ça nous a aussi forcé à élever notre niveau. Mais en effet, un championnat, tu vois sa véritable valeur euh, à l'ensemble de ces clubs. C'est bien beau de dire bah, tu vois, c'est bien avec l'Allemagne, puisque c'est vraiment la comparaison qui est très forte. C'est bien de dire que tiens, ton top 4, il est surpuissant, mais en fait, si tu te retrouves en Coupe d'Europe à perdre contre d'autres clubs, tu vois, par exemple, je pense à Leipzig qui a fini troisième de son groupe ou quatrième de son groupe. Tiens, j'ai un gros doute. Mais en tout cas, Il me ils ont semble pas, qu'ils sont reversés, Leipzig. Ils sont reversés, oui, donc ils ils sont en ont plus Europa fait. League, Leipzig, ils sont donc dans oui, ils ont fini troisième. donc rien que ça, tu vois, c'est Après, ils des avaient choses. PSG et City dans leur poule, quoi, donc c'est pas non plus Non, non, mais facile. comment il y a quelques années,
Je crois qu'il y a 1 ou 2 ans. Leipzig, ça fait, Demi-finale, hein. Non, ça fait quart oui, de en finale ou plus. demi-finale? Ça fait demi-finale en 2000. J'ai un Non, doute, ça fait je confonds non, ça toujours fait Salzbourg et Leipzig. demi-finale contre le PSG et là ils sont Ah ben fait oui, 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 dans le Final, et là ils sont oui. Final 8, oui. et là t'as Gulach qui a fait son pire match du monde. Mais mais en effet, après, tu auras toujours ce système de tel championnat est plus formateur, tel championnat va prendre les superstars. Il y a malheureusement, il y a aucune raison que ça change tant que le football sera régi, mine de rien, par comment ça s'appelle, par le pognon. En fait, quand tu regardes, ce qui est vrai, et il y a encore cette course à l'argent, vu que l'Espagne a vendu une partie de ses droits TV à CVC Partners pour les 50 prochaines années, même si le Real et le Barça étaient pas forcément pour, dans tous les cas, comment ils ont touché de l'argent. L'Italie est en train de faire la même chose, avec d'ailleurs le même groupe CVC Partners. Mais là, ce serait bien que l'Union européenne intervienne parce que sinon je trouverais qu'il y a quand même quelque chose qui va qui peut être louche Oh, à ben se mettre. un petit conflit d'intérêt. Oui, c'est ça. Et tu as un autre. Et la Ligue 1 cherche aussi à faire sa propre filiale commerciale pour sûrement vendre les droits TV. Et je pense que CVC Partners va essayer de se placer. Faut pas, faut pas, on va dire, faut être assez lucide là-dessus. Donc en fait, D'ailleurs, Aurélien, pour, peut-être éclaircir un peu ce procédé, alors on va expliquer que, ça a commencé, mm, avec l'Espagne. Aujourd'hui, on crée une espèce d'entité, on va dire mi-privée où, le la ligue professionnelle d'un pays, va garder 50 de des c'est parts, mais va en ouais, c'est céder une partie. mi-privé avec des clubs et mi-privé avec des. Enfin, c'est privé avec des clubs et Et privé avec un avec des fonds sociétés. d'investissement. Voilà. C'est ça et le but c'est de développer la marque commerciale, notamment par les droits TV afin alors on c'est pour ça que, par exemple, le Barça ou le Real n'étaient pas forcément contents parce qu'en fait, les clubs se voient retirer une petite partie de budget, enfin, voire même de droits, si je dis pas de bêtises, Oui, de mais droit TV, c'est oui. voilà, mais c'est très intéressant pour pérenniser, l'ensemble de son championnat. Donc c'est sûr qu'un grand club qui a beaucoup de qui a des capacités financières importantes, c'est pas forcément quelque chose de nécessaire, mais ça peut être une bonne opportunité pour pérenniser, les clubs derrière et les voir un petit peu, tenter de se mêler, à la course, dans les places européennes à minima. Donc voilà de quoi on parle et c'est vrai que la Ligue 1, veut aussi aller là-dessus. C'était la petite parenthèse. Donc voilà, mine de rien, tu as toujours cette course à l'argent qui est faite, même si bah voilà, comment toujours se méfier. Enfin, je regarde le ventre mou de la Ligue 1 quand même actuellement. Si je prends de la sixième à la 14e place, tu as Montpellier, Lyon, Monaco, Lens, Nantes, Lille, Angers, Brest et Reims. On va pas me dire que dans ces clubs, sûrement il y en a qui font peur, même de la sixième à la 14e place en face. Donc c'est voilà, t'as quand même ça un championnat compétitif de partout, euh, pas forcément de la première à la dernière place, mais ça joue toujours. Donc non, franchement, actuellement cette Ligue 1, j'espère l'avoir vraiment continué sur sa lancée. Alors, en préparant cette émission, Lorenzo, tu as parlé de rayonnement. Est-ce que c'est pas quelque chose justement qui est à prendre en compte et qui doit un peu mesurer aussi, voilà, l'évaluation qu'on fait de la Ligue 1? Est-ce que le rayonnement, ne serait-ce que parfois financier, doit être pris en compte? Bah, concrètement, oui, hein, on en a parlé tout à l'heure avec la Première Ligue. Bah, la Première Ligue, c'est pas par hasard non plus qu'ils ont 2 milliards de droits télé. C'est que c'est une histoire de branding, c'est une histoire d'identité du championnat à vendre concrètement, hein. Le problème qu'on a eu avec la Ligue 1, avec Mediapro, etc., bah, malheureusement, c'est aussi le problème de branding et le problème de rayonnement. Bah, c'est une donnée à prendre en compte, hein, concrètement, hein, parce que tout à l'heure, tu parlais de par rapport à la Bundesliga, il n'y a pas grand-chose, on n'a pas grand-chose à envier à la Bundesliga du point de vue de rayonnement.
Mais le problème, c'est que par exemple, en Ligue 1, hors PSG, t'as pas un joueur du rayonnement de par exemple de Erling Haaland du côté du Borussia Dortmund. En Ligue 1, t'as aucun club qui a un joueur comme ça, malheureusement, qui est vraiment connu dans le monde entier et qui met des yeux devant des télévisions, C'est concrètement. vrai, Ouais, mais c'est ça vrai. encore, c'est pas. Enfin, je trouve que Donc c'est ça vraiment ça encore, le c'est souci. c'est pas forcément un problème. Je préfère largement que tiens, j'ai retrouvé le joueur de Nice que j'ai adoré voir, adoré voir jouer, c'est Pablo Rosario. Bah, je suis bien content que personne n'en parle et le voir jouer en France que de se dire tiens merde, il a signé à Augsbourg et à Augsbourg ça joue très très bien. Vous vous méfierez Et, pour avoir vu les matchs, ça joue très très bien. Euh, et en gros, se les mordre parce que on n'a pas réussi à le choper, quoi. Mais le problème, c'est que c'est vraiment une vision un peu, enfin, une vision, et c'est normal qu'on ait une vision franco-française, parce que bon, on est en France et qu'on voit le championnat de France. Mais le problème, c'est que par exemple, Pablo Rosario, en Europe, tout le monde enfin, personne ne le connaît quasiment et tout le monde s'en fout. Et c'est un peu ça le problème de la Ligue 1, c'est que tu as des joueurs avec des potentiels énormes qui sont excellents et qui méritent qu'on les voit jouer. Mais ça n'intéresse pas grand monde, hein. Encore une fois, malheureusement, la Ligue 1, ça se limite surtout au Paris Saint-Germain dans beaucoup de pays. Et ça, c'est un vrai problème si on veut vraiment, si on veut vraiment que la Ligue 1 rayonne au niveau européen et au niveau mondial, il va falloir que d'autres grosses écuries, comme on le voit en Première Ligue ou en Liga, fassent leur apparition et commencent à faire des résultats en Europe, à avoir des joueurs qui attirent, etc. Et ça peut être un réel souci, malheureusement, pour l'avenir en Ligue 1. Alors, j'avoue que ton argumentaire, il m'a plutôt convaincu. Néanmoins, je vais essayer quand même d'aller plus loin dans la réflexion. Est-ce qu'on pourrait pas aussi comparer le cas Erling Haaland avec des années, on va dire, du coup, un peu décalées, peut-être en retard, du coup, dans l'idée de ce débat, si je veux qu'il soit en ma faveur. Est-ce qu'on peut pas faire un comparatif avec Kylian Mbappé, à la différence que Kylian Mbappé, du coup, c'était un peu plus tôt, et surtout, en tout cas, c'est le ressenti et les rumeurs vont dans ce sens. Kylian Mbappé, même si bon, ben là, on sait qu'il va partir, il est resté derrière en Ligue 1. Il est parti de Monaco, mais il est allé au PSG. Alors que Haaland, on l'annonce quand même fortement en Espagne. Après, c'est pas dit que Haaland ne file pas. J'attends toujours hein, l'annonce le 30 juin que Erling Haaland signe au Bayern Munich, ce serait incroyable. Mais oui, le problème c'est que moi j'ai peur que quand Mbappé partira, et c'est quasiment sûr cet été au Real Madrid, quand Messi retournera aussi au Barça, je pense qu'on va pas se mentir que si ça se fait pas cette année, ça sera peut-être l'année prochaine dans deux On est ans. d'accord. Quand Neymar aussi, il y a un moment, il va partir du PSG aussi. Et derrière, au niveau des stars de Ligue 1, il y aura plus grand monde, quoi. Concrètement, à part si le PSG ressorte le chéquier pour attirer des grosses stars en devenir, etc. Et ça risque d'être très compliqué. Et évidemment que Erling Haaland, quand il va partir de Dortmund, c'est vrai que la Bundesliga va en prendre un coup si Haaland part de ce championnat. Et ça risque d'être le même problème que pour la Ligue 1. Effectivement, pour la Bundesliga, ça peut être compliqué aussi, mais la Ligue 1, il faut faire attention au niveau des prochaines années quand même. Je trouve au niveau du branding et au niveau des stars que le championnat peut accueillir, quoi. Ben, je trouve que ça nous donne une belle idée de conclusion. Je sais pas ce que t'en penses, Aurélien, mais est-ce qu'on ne dirait pas que le plus dur reste à faire? Bah, c'est toujours d'attirer les stars. Après, c'est sûr que oui, on Ou aura. de les créer. Comme oui, Et la Ligue c'est 1, Mbappé, c'est une star créée en Ligue 1 concrètement, hein. et c'est ce que j'allais dire, c'est que de toute façon, la Ligue 1, s'appelle la Ligue des talents. Et de ce côté-là, on peut dire quand même qu'on est une véritable Ligue des talents, vu comment les clubs anglais se sont amusés à nous ponctionner pendant, je dirais, fin 90 jusqu'à mi-2010, où là, ils se sont calmés, ils se sont dit, tiens, finalement, notre championnat et notre formation locale, elle en prend, enfin surtout notre formation locale, elle en prend un sacré coup. Et je comprends pas, on se fait éliminer par des Islandais, ils sont 300 000 et ils ont une application où il faut pour éviter de coucher avec leurs cousins cousines. C'est vrai, Donc, ah oui, c'est vrai, ce moteur de recherche, c'est vrai, il est incroyable. non Mais mais tu, c'est tu vois, ce que tu dis, c'est peut-être aussi l'effet Jordan Ayew et Gabriel Aubertan.
Ils sont pas cousins, j'ai pas compris. Non, mais à force de recruter en Ligue 1 des Gabriel Obertan, des Jordan Ayew ou même des Hatem Ben Arfa en surpoids, au final, tu te dis, Non, mais autant prendre des buveurs de bière britanniques, quoi. oui, c'est ça. Autant prendre un véritable Jack Grealish qui lui, tu sais que il a sa formation au pub de Birmingham, ça c'est sûr. Mais là où On je voulais, l'embrasse. on l'embrasse. Si un jour il nous écoute, on l'embrasse. Mais You're là où welcome in this podcast. ah bah ça complètement, surtout que. Mais là où je voulais revenir, c'est que si je voulais continuer, c'est que l'Angleterre a fait ça et maintenant c'est l'Allemagne qui a repris le flambeau. Je pense par exemple au PSG qui s'est fait piller sur sur les dernières années par l'Allemagne. Hein, je Bah pense. après, Comment? ils se sont fait Comment? piller, mais Tout à fait, comment? Qui sait comment? oui, Coman, Nkunku, Moussa Diaby, Coman, etc. notamment. Nkunku, Mais Diaby. après, c'est un problème qui vient surtout du PSG aussi, au niveau de la gestion Oui. de ces jeunes, etc. Où finalement, ils se sont laissés se faire piller concrètement par la Bundesliga notamment. Donc, Oui, mais après, c'est aussi normal que ce soit le PSG qui se fasse piller et pas quand ils étaient là, Arles-Avignon, le Gazélec Ajaccio ou la SSE cette année, quoi. Certes. Mais là, voilà. L'avantage, c'est que la France, là où elle a quand même été intelligente, c'est qu'on a voté une loi le 19 janvier qui fait passer les premiers contrats pro de 3 à 5 ans. Et ça, mine de rien, ça va permettre de protéger encore plus nos jeunes pousses. De toute façon, on voit quand même que quand on regarde quand on regarde nos équipes espoirs, je pense par exemple à un joueur qui crève l'écran actuellement, c'est Aurélien Tchouaméni. Il faut tout faire pour le garder dans le championnat de France, parce qu'en effet, le jour où Mbappé part, je préfère avoir alors, je vais pas dire Pogba 2.0 parce que c'est pas encore c'est pas encore lui, mais en tout cas, il se rapproche de quelque chose où il sera après, une des superstars. bah oui, S'il mais reste, ce sera la superstar de l'équipe, le, pro- le, du championnat de France. le problème, c'est aussi la politique sportive de l'ASM qui était plus dans le trading de joueurs. Et Mm. rien nous dit que cet été, s'ils reçoivent une grosse offre, par exemple, c'était Chelsea qui était dessus sur Tchouaméni, s'ils reçoivent une offre de 70-80 millions pour Tchouaméni, bah, la réponse va être Vite presque répondu. quasiment sûre. Ouais, la réponse va être vite répondue, elle va être vite positive. Donc, Mais ça, c'est très compliqué aussi. et c'est là où, quand même, mine de rien, il y aura, puisqu'on a parlé de Mediapro au début de ce podcast, c'est là où finalement le fiasco Mediapro va encore frapper, parce que comme on l'a dit aussi, c'est que tu as quand même 15 clubs de Ligue 1 qui sont, bien sûr, officiellement, ils ne disent rien, mais officieusement, tu sais que c'est pas la joie au niveau des comptes. Et en effet, Bah, notamment Angers, hein. Angers, ça a été très ouais. vite perçu, hein. Oui, quand tu vends des Bernardoni ou un autre, l'international algérien à l'OGC Nice, tu sais que c'est pas ouf. Donc oui, là actuellement, c'est peut-être ce qui pourrait être dangereux, c'est que toutes nos grosses stars et même stars en devenir partent pour des chèques allant de 40 à 80 millions d'euros, voire gratuitement pour notre kiki national. Bah, écoutez messieurs, je pense qu'on aura un premier élément de réponse, pendant ce mois de février puisque les coupes d'Europe vont reprendre et si on a une vague d'élimination, ce sera un petit peu la douche froide et ça tempérera forcément notre perception de la progression de la Ligue 1 et voilà notre message, au club de Ligue 1, c'est: on continue les gars, on lâche rien, on fait les efforts et on met le paquet. Voilà, on espère que ça se déroulera bien. Messieurs, on a fait 53 minutes, je pense qu'on a fait un joli tour de notre hexagone footballistique. Je vous remercie d'être venu. Merci, Lorenzo, pour ta première. Bah, merci à toi, c'était super cool et hâte de revenir dans une future émission. Eh ben, avec grand plaisir. Aurélien, eh ben, écoute, je te dis plus que tu peux revenir avec grand plaisir parce que je J'ai pense que tendance à tu l'as revenir, compris. c'est le problème, c'est que la fenêtre elle est ouverte, la porte elle est fermée, il faut toujours Voilà. faire attention. Voilà. Aurélien, je te Tant- dis à demain. Voilà. T'inquiète pas, Oui. tant que je parle d'apparition et pas de vague comme le Covid, c'est que tu es le bienvenu.
Bah, sur ces paroles, dignes des plus belles bêtises, de la Ligue 1, made in Bafé Gomis ou Koji encore, Nakata. à l'époque de Darius Vitanic, on vous invite à répondre au sondage, de ce podcast qui sera sous la lecture sur Spotify, mais également sur YouTube, où vous êtes un peu plus nombreux à nous écouter en ce moment, on vous en remercie et on vous dit à très vite pour un nouveau sujet Ligue 1. D'ailleurs, on va se concentrer sur un club qui a peut-être un petit peu bouleversé sa saison dernièrement et ça a eu le don de m'énerver, c'est l'Olympique Lyonnais qui a eu beaucoup de difficultés, mais qui peut encore y croire. Donc on vous donne rendez-vous pour parler de Lyon. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On parlera également rugby bientôt, avec le tournoi Destination qui arrive et notamment à l'ouverture face à l'Italie. Et sur ces belles paroles, on vous dit un très bon mois de février, en espérant que la jauge qui disparaît pour les stades de Ligue 1 va rester de, de cette manière jusqu'au bout de la saison pour qu'on puisse profiter de notre championnat au match un peu plus passionnant qu'à l'époque. Je vous dis à très vite et surtout, surtout, aimez le sport, vivez le sport, mais surtout faites-en du sport. Ciao, ciao. Ciao à tous. Ciao.